Notre invité aujourd'hui dans TicTech, c'est une des figures bien connues de la tech française, Éric Larchevêque. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Entrepreneur, investisseur, cofondateur de Ledger, c'est une des plus grandes réussites françaises dans le secteur des cryptos. Votre nouveau projet, The Bitcoin Society, on va en parler. Mais d'abord, un petit mot, parce qu'on est sur Boursorama. Ledger est rentable depuis maintenant un petit moment d'ailleurs. Écoutez, je ne vais pas me prononcer fort. On commence très fort. Non, je dis ça parce que l'idée, c'est quand on est rentable en général, on s'introduit en bourse. C'est ça mon point. Pas de commentaire. C'est trop tôt pour en parler ? Pas de commentaire sur les sujets. The Bitcoin Society, c'est votre nouveau projet que vous avez lancé en novembre dernier. Vous avez dit que c'est le projet le plus important de votre vie. Pourquoi c'est le projet le plus important de votre vie ? Parce que c'est un projet qui est basé vraiment sur des valeurs qui sont très importantes pour moi, des valeurs de liberté, de responsabilité individuelle. On a voulu créer un projet donc, qui portait ces valeurs et qui allait essayer de monter quelque chose de différent. C'est aussi ma première aventure boursière, puisque c'est une société qui... Ah, là, il en parle. Là, il en parle. Exactement. Il est plus d'Isère, là. Hein. Voilà. Donc, puisqu'on a racheté, en fait, une société qui était déjà cotée, la société de Ténin, sur laquelle on est en train de faire une OPA. Et donc, ça nous permet d'avoir un véhicule boursier qui va donner corps, en fait, à la vision qu'on va développer au sein de The Bitcoin Society, qui comprend évidemment, comme son nom l'indique, une stratégie autour de Bitcoin, puisque un des piliers de notre stratégie, c'est d'accumuler un trésor en Bitcoin et donc d'ancrer notre société sur le standard Bitcoin. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien au Bitcoin, comment on lui raconte cette histoire ? Alors, je vais essayer d'être rapide, mais le Bitcoin, donc, c'est un actif numérique qui est basé donc, sur un algorithme. En fait, pourquoi le Bitcoin a de la valeur ? Parce qu'en fait, il y a deux éléments qui le font. Le premier, c'est que le système informatique du Bitcoin décentralisé existe depuis une quinzaine d'années. Il n'a jamais été mis en défaut. Donc, c'est un système transactionnel qui permet d'échanger donc, des Bitcoins de façon complètement décentralisée, sans que personne ne puisse l'arrêter, le pirater, etc. Donc, ça tourne comme une horloge suisse. Et le deuxième aspect, c'est que la politique monétaire du Bitcoin, basé sur un algorithme qu'on ne peut pas changer, garantit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Et donc, pour la première fois de l'histoire dans l'humanité, on a une monnaie ou un actif qui est extrêmement rare, dont on ne peut pas manipuler la politique monétaire. Et ça, c'est ce qui fait sa force. Mais si l'offre de Bitcoin est stable et capée, et que la demande ne fait qu'augmenter, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour les particuliers d'investir sur le Bitcoin, via notamment des ETF. Le prix ne peut que monter quand on a une offre qui est rigide et une demande qui est en croissance. Non, mais tout à fait. Alors, c'est un peu comme l'or. On peut prendre le parallèle avec l'or. Parce qu'on fabrique de l'or encore. Oui, mais en fait, le stock to flow, c'est-à-dire l'ajout de nouvel or par rapport au stock en fait, qui existe, est quand même de plus en plus faible. C'est vrai que le Bitcoin, lui, a un stock to flow infini. Et donc, ce que vous dites, effectivement, est pour l'instant dans les faits vrai, puisque le Bitcoin est passé de 0 à plus de 100 000 $ en une quinzaine d'années. Et à 5 ans, il pourrait tout à fait dépasser le million de dollars. Donc oui. Vous pensez qu'il va dépasser le million de dollars, le Bitcoin ? Alors j'en suis persuadé. C'est inévitable ? Pour moi, c'est inévitable. Et la vraie question, c'est pas tant qu'un Bitcoin égale $1 million ou $1 million, c'est plutôt que vaudra $1 million dans 5 ans en matière de pouvoir d'achat. Parce que il y a en fait une inflation, une incertitude. L'inflation est à 2% en zone euro. Oui, je ne pense pas que les Français, s'ils regardent les 12 derniers mois, se disent qu'ils ont eu une inflation à 2,5%. L'inflation réelle... Ils ont eu 1%, d'après les chiffres INSEE. On peut pas croire les chiffres INSEE. Je pense que, en fait... Une mère de famille qui fait ses courses, je pense qu'elle a regardé son caddie il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. L'inflation alimentaire est bien plus élevée. Voilà, donc l'inflation en fait énergétique, alimentaire, qui correspondent vraiment au quotidien des Français, montre qu'aujourd'hui, par exemple, l'épargne, en fait, elle est grignotée par l'inflation, et c'est donc pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place des solutions, et le Bitcoin en fait partie. Juste une question à ceux qui disent que c'est ultra spéculatif, vous l'assumez de dire que le Bitcoin c'est quelque chose de spéculatif ? Alors il y a une volatilité forte, oui. Une volatilité forte, et que ça a la valeur que les gens veulent lui donner parce qu'ils en achètent. Et que la valeur intrinsèque, quelle est la valeur intrinsèque fondamentale ? Parce que sur une action, il y a des dividendes, il y a une entreprise, il y a des salariés, il y a de l'investissement. Et ce n'est pas du tout un procès du tout. Non, mais vous avez raison. La valeur intrinsèque... Quelle est la valeur théorique intrinsèque ? Quels sont les actifs derrière le Bitcoin ? La confiance. C'est-à-dire, vous avez raison, le Bitcoin a une valeur parce que les gens veulent bien lui donner. Et c'est la base, en fait, du système de fonctionnement de la valeur. L'or, ce n'est pas l'activité industrielle qui porte l'or, c'est la confiance depuis les millénaires. Et là, le Bitcoin
Bitcoin, c'est exactement pareil. On peut dire que la valeur du Bitcoin est une illusion collective, d'accord, mais elle est vraiment basée déjà sur la technologie, le fait qu'il y ait une vraie résilience et le fait qu'il y ait un algorithme de politique monétaire qui est inviolable. Et depuis 15 ans, le système a Mais la prouvé qu'il confiance peut se fonctionnait. retourner. La confiance est fragile aussi. Hein. Oui, mais là, elle est quand même incarnée par des mathématiques, par des lois de la physique, de la thermodynamique, et ça, quand même, c'est assez solide. Et donc, c'est pour ça qu'à long terme, à 10 ans, à 50 ans, à 100 ans, le Bitcoin sera toujours là et va s'inscrire dans l'avenir de l'humanité. Mais s'il n'y a pas de valeur théorique, c'est-à-dire que ça peut monter à 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions, un Bitcoin. Il n'y a pas de limite, puisque la vraie question, c'est que vaut l'euro ou le dollar, et là aussi, c'est une question de confiance. Sauf que cette confiance, aujourd'hui, elle est en érosion totale. On est en crise de confiance monétaire complète au sein de l'euro. Quand on voit les parités de change sur l'euro, on ne se dit pas qu'il y a une crise de confiance sur l'euro. L'euro qui Quand on regarde s'appréciait à 20 ans, face au dollar. mais aujourd'hui, on ne peut pas... Non, par rapport à sa naissance, on était à 1,15 au niveau de l'euro. Donc aujourd'hui, on est quasiment à son niveau de création en parité euro-dollar. Oui, mais le dollar comme l'euro, en fait, sont aujourd'hui des monnaies qui sont débasées et qui, à terme, ne peuvent aller que vers zéro. Donc, en tout cas, c'est la thèse de quelqu'un qui peut s'intéresser au Bitcoin. Et moi, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il est important d'avoir une stratégie Bitcoin en diversification de ses actifs, c'est ça? Exactement, C'est exactement. pas d'avoir tous ses actifs dedans, mais d'avoir une vraie diversification, comme on a des actions, des obligations, des matières premières, de l'or, Tout à du fait. Bitcoin. C'est ça le... Exactement, c'est important aujourd'hui d'avoir, je pense, 5 à 10% de Bitcoin Vous dans en son avez, portefeuille. vous, dans votre portefeuille Moi, personnel? j'ai 100%. Ah, c'est 100% Bitcoin. Oui, tout à fait. Et ça, je recommande à personne de faire All-in. comme moi. Hein. All-in Donc, sur le non, et c'est pas un conseil en investissement, c'est juste que moi, c'est ma thèse personnelle. Et du reste, si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un livre qui s'appelle La stratégie Bitcoin et qui sort le 5 février, dans lequel vous aurez la réponse à toutes vos questions. Alors juste pour revenir à votre projet The Bitcoin Society, en quoi pour les investisseurs qui nous regardent, c'est plus intéressant d'acheter des parts de The Bitcoin Society plutôt que d'investir directement dans le Bitcoin? Alors, c'est toujours plus intéressant d'investir directement dans le Bitcoin, ça c'est sûr. Par contre, nous, on propose quelque chose de différent qui va venir amplifier en fait la mission du Bitcoin. C'est-à-dire que The Bitcoin Society, une société qui est cotée, donc c'est assez facile de pouvoir acheter des parts de sociétés cotées pour des personnes. N'importe qui pourra acheter des parts de... Oui, tout à fait. À partir du moment où voilà, on a un compte Boursorama, par exemple, on peut tout à fait acheter des parts. Et donc, nous, en fait, on n'est pas juste ce qu'on appelle une Bitcoin Treasury Company. Notre action ne se limite pas à juste posséder des bitcoins, mais on les met à profit, on les utilise pour ensuite investir et développer ce qu'on appelle des business units, des activités opérationnelles qui viennent en fait compléter la vision et les valeurs du Bitcoin autour de la liberté et responsabilité individuelle. Donc je vais donner juste quelques exemples. Hein. On a ce qu'on appelle des clubs, un club entrepreneur, qui s'appelle Scale Club. Alors justement, c'est quoi ce club entrepreneur? C'est un club deal? C'est quoi? Alors c'est pas un club deal, c'est un club qui aide les entrepreneurs à accélérer leur croissance et à développer leur business. Donc on a 40 spécialistes qui sont là, qui accompagnent, il y a des lives tous les jours. Donc on paye pour ça, pour entrer dans le club. Et en fait, c'est un club, on paye, on a accès à énormément de ressources pour pouvoir améliorer son business. Et il faut savoir qu'en France, la plupart des entrepreneurs, qui ne sont pas tellement la French Tech, mais les entrepreneurs de PME, de province, souvent en fait se sentent seuls. Ils n'ont pas toute cette aide qu'ont aujourd'hui les incubateurs, qui ont tout ce qui est mis à disposition. Et ils ont besoin en fait d'être accompagnés. Et c'est l'objectif de ce club qui est là pour vraiment les aider à accélérer et améliorer leur business. La valeur boursière future de The Bitcoin Society sera corrélée évidemment à l'évolution du Bitcoin. Probablement, oui. Ouais. Et avec pour objectif aussi peut-être comme les minorifères qui surperforment ou sous-performent l'or. Il y a l'or et souvent les mines elles sont plus... Exactement, il peut y avoir une volatilité, donc là le marché le verra, mais effectivement on a décidé en tout cas d'ancrer notre business sur ce qu'on appelle le standard Bitcoin. On considère que c'est un standard monétaire beaucoup plus sain à long terme que les standards fiat, c'est-à-dire euro-dollar, qui sont complètement débasés. Il y a les équivalents. Alors aux États-Unis, il y a une entreprise... C'est MicroStrategy. Exactement, qui s'appelle Strategy aujourd'hui. Votre modèle, vous parlez, c'est quoi sa MicroStrategy hein, je vous laisse peut-être... Alors oui, Strategy, enfin MicroStrategy, qui s'est renommé Strategy, c'est une société cotée en bourse qui depuis 5 ans, en fait, développe un modèle de Bitcoin Treasury Company, c'est-à-dire qu'eux, ils lèvent de façon perpétuelle des fonds sur les marchés, récupèrent du dollar et le transforment en Bitcoin. Et donc, en fait, ils utilisent l'exil monétaire fiat pour le transformer en Bitcoin. Et la proposition de valeur, c'est que les actionnaires en fait, de cette société auront des parts indirectement de Bitcoin et donc sont ancrés en fait, à ce standard monétaire. Et son fondateur Michael Saylor, qui est très connu dans le monde des crypto-monnaies,
aux États-Unis. Est-ce que c'est donc qui a fondé Et ça donne quoi en bourse? Quel parcours boursier de sa boîte? Il suit en fait le Bitcoin avec effectivement une volatilité supérieure. Donc c'est un peu ce que vous disiez. C'est la volatilité au carré, quoi. Peut-être pas, oui, mais dans l'esprit. Donc c'est votre modèle quelque part, Michael Saylor? Alors c'est une inspiration. Donc nous, on n'est pas le modèle équivalent parce que en Europe, il y a des entreprises françaises, même comme Capital B, qui sont vraiment des Bitcoin Treasury Company. Nous, on fait un mix entre posséder du Bitcoin et développer des business units autour des valeurs du Bitcoin pour essayer de créer une valeur supplémentaire pour les actionnaires. Vous avez été beaucoup investisseur ces 5 dernières années. Oui. On l'a dit, vous avez cofondé Ledger, je crois que c'est 2014 2014 et aussi CoinHouse. Qu'est-ce qui vous a fait revenir, et CoinHouse bien sûr, qu'est-ce qui vous a fait revenir dans l'entrepreneuriat? La reine. Oui, exactement. En fait, tout simplement, l'envie de contribuer, l'envie d'avoir de l'impact, l'envie d'être complètement emmené par un projet. Donc c'est bien d'être un peu sur le côté, de regarder ce qui se passe, d'investir, de vivre par procuration. Mais pour un entrepreneur, il n'y a rien de plus beau que de lancer un projet et le vivre. Et après avoir passé 5 ans à plutôt investir, accompagner, j'ai ressenti qu'il était temps de revenir et d'entreprendre à nouveau. C'est l'appel de la forêt auquel je n'ai pas pu résister. Tipeee, Tony Parker est associé à ce projet. C'est quoi son rôle là-dedans? Alors, on est une entreprise à vocation internationale, c'est-à-dire qu'on a voulu se mettre à Paris Euronext. C'est un choix qui peut être discutable, mais en tout cas, on a voulu, parce que on a toujours voulu construire en France. Ledger, on l'avait laissé en France, on n'est pas parti, etc. Donc, on veut faire le même choix. Pour autant, on a une visée internationale. Au même titre, avec Ledger, on s'est tout de suite mis en visée internationale parce que c'est la seule façon de faire un gros projet. Et donc, ça veut dire développer des clubs dans le monde entier. Et rien de mieux qu'un Tony Parker pour pouvoir ouvrir des portes dans le monde entier. C'est quelqu'un qui a un réseau extraordinaire et qui incarne aussi les valeurs que l'on défend. C'est un ambassadeur. Voilà, c'est un ambassadeur, mais qui est associé. C'est-à-dire qu'il n'est pas ambassadeur dans le sens où on a un contrat d'ambassadeur. Il est vraiment associé au projet et il est actif dedans. Et donc, il va effectivement nous aider. Il met du capital, il met des fonds? Oui, tout à fait. Il est associé, il va mettre du capital. Donc, il est vraiment partie prenante dans le projet en tant qu'associé. Il y a qui d'autre dans les parties prenantes de ce projet? Alors, on est 3 au début, en tant que ce qu'on appelle le fondateur. Donc, il y a moi, il y a Tony Parker et Nathan Pissarro qui vient aussi de l'univers crypto. Il y a eu des kidnappings dans l'univers des crypto-monnaies, dont celui de votre associé. Il y a à peu près un an. Il y a un an, exactement un an. David Ballan, est-ce que vous vivez aujourd'hui avec une inquiétude permanente? Alors, c'est une inquiétude permanente relative, puisque ça fait maintenant un an. Ce que l'on constate, c'est que malheureusement, ces dernières semaines, il y a une recrudescence des kidnappings, des homejacking, quasiment un par jour. C'est absolument... Dans les crypto-monnaies? Toujours sous forme de crypto-monnaie, parce que il y a... en termes de criminalité, il va venir là-dessus. Il y a eu des fuites de données. Il y a eu, en fait, même au niveau des agents du fisc qui ont donné des informations, en fait, aux criminels. Aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus une psychose au terme du business des cryptos. Vous avez peur? Alors, oui. C'est-à-dire peur, c'est pas le sujet, mais en tout cas, on est obligé... Moi non, mais en fait, on est obligé de penser à sa famille. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément peur pour moi, mais on a plutôt peur pour sa famille, on peut avoir peur pour ses associés. On est obligé de se protéger. C'est très difficile d'évaluer. Se protéger ou d'être protégé? C'est les deux. Vous avez, pardon de poser la question, mais vous avez une protection Oui, tout à fait. Vous avez arrivé dans le studio, il n'y a personne, vous êtes seul, mais il y a quand même quelqu'un de dehors? Alors, en fait, il y a une protection. Il y a aussi une protection au niveau de la famille, au niveau, en fait, des lieux de vie. On est obligé de prendre ça en compte. Alors, c'est une protection qui va être plus ou moins élevée en fonction des moments. Mais aussi, il y a de la protection défensive, de la protection active. Chez moi, c'est une forteresse. Donc, on est obligé, effectivement, de prendre ça en compte et de faire attention. C'est-à-dire qu'on doit toujours faire attention à publier, pas publier l'endroit où on est, surtout au niveau de la famille, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement moi qui suis à risque, c'est plutôt les proches. Et c'est pareil, en fait, pour... C'est encore pire quand le Bitcoin sera à 1 million. Alors, oui, tout à fait. Disons que plus le Bitcoin va monter et va cristalliser un petit peu on va dire le discours et l'envie, plus il y aura un danger. Mais ça, c'est un problème systématique en France d'insécurité. L'insécurité en France, elle est dramatique. Ce n'est pas que les gens qui ont du Bitcoin et de la crypto. Et est-ce que le gouvernement qui a publié un décret en août dernier visant à masquer les adresses sur le registre du commerce et des sociétés des entrepreneurs de la crypto, est-ce que c'est suffisant ou pas?
Alors, ça va dans le bon sens, mais maintenant, il y a des propositions de loi qui visent à obliger à déclarer les gens qui ont des cryptos l'ensemble de leur portefeuille, même s'ils le disposent de façon décentralisée sur des portefeuilles Ledger. Et donc ça, c'est absurde. Donc c'est des amendements portés par des communistes qui veulent qu'on déclare tout ce qu'on a. Et ça, c'est donner des informations aux criminels. À partir du moment où les criminels savent qui on est, où on habite, ce qu'on a exactement, mais là, ils vont torturer jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Et ça, c'est absolument dramatique. Et donc, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent là sur le PLF, si ce type d'amendement va être voté. Mais on est potentiellement face à une véritable catastrophe à ce niveau-là. Donc, je dirais le gouvernement, oui, d'un côté, au niveau sécuritaire, et la police, la gendarmerie font vraiment très très bien leur travail. J'attends que la justice soit exemplaire là-dessus, parce qu'un des problèmes, c'est que faire un kidnapping, ça coûte 20 000 balles aujourd'hui, ça coûte 20 000 euros. Parce qu'on peut trouver pour 2-3 000 euros des jeunes complètement perdus pour la République qui sont prêts à tout. Si le prix monte à 20 000, 30 000, parce que ces jeunes se disent « Oula, j'ai pas envie de me prendre perpète, je vais faire attention », dans ce cas, un kidnapping, ça va coûter 100, 200, 300 000, et là, il y en aura moins. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne, c'est de l'économie de marché, et donc il faut faire monter les prix, et donc il faut qu'il y ait une justice implacable. Et aussi, évidemment, la capacité de pouvoir se protéger, d'avoir des données anonymes, etc., etc. Dans quel état d'esprit aujourd'hui sont les entrepreneurs de la French Tech, Éric Larchevêque? Alors ça dépend, je pense qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent à partir. C'était une petite musique qu'on a entendue beaucoup plus l'année dernière. On vous a beaucoup entendu, sur ce sujet. On est obligé de se poser la question. Moi, j'ai pas envie de partir, je veux rester en France. Il n'y a pas de taxe Zuckman, donc on est tranquille. Pour l'instant. Mais la preuve, j'ai créé ma nouvelle société en France. Enfin, je veux dire, moi, je suis là pour essayer de dire ce que l'on pense et d'alerter et dire des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre. Mais j'ai un amour de la France, je suis patriote, je veux rester en France. J'appelle pas à tout le monde à partir. Cependant, il y a cette petite musique, les gens en discutent. Encore aujourd'hui? Et bien sûr, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a toujours une incertitude fiscale. On va voir justement dans les semaines prochaines ce qui va se passer. Il y a ensuite l'échéance de 2027. Mais je pense que ce qui est certain, c'est que les entrepreneurs et la société civile, d'une façon générale, va sortir, va commencer à bouger, va commencer à parler. Et là, dans les mois qui viennent, ça va changer. Vous croyez à une candidature présidentielle d'un entrepreneur français ? Pourquoi pas? Alors une entreprise, on ne dirige pas la France comme une entreprise. Cependant, je pense qu'on a besoin de la société civile. On a besoin d'avoir, peut-être pas en tant que président, mais en tout cas au niveau de la gestion étatique de certains aspects, des personnes qui savent de quoi elles parlent et pas juste des hauts fonctionnaires qui sont là pour appliquer de la théorie. La tech française, elle a ralenti ces dernières années, moins de levées de fonds, des défaillances d'entreprises comme Insect, moins d'exits aussi. Oui. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou est-ce que c'est une purge nécessaire ? Une purge nécessaire, c'est-à-dire que je pense qu'on a eu beaucoup trop d'investissements, il y a eu beaucoup trop d'argent 2020. Enfin, on a financé des choses qu'on n'aurait pas dû financer. Donc c'est un juste retour des choses. C'est un juste retour des choses, tout à fait. Et je dirais que même Ledger a bénéficié à un moment d'envolées qui n'auraient peut-être pas dû être présentes. Je suis aussi lucide sur toute moi y compris, parce que j'ai aussi participé à cela. Mais je pense que oui, c'est un juste retour des choses et qu'on doit arriver maintenant à un entrepreneuriat plus PME, solide, rentable que French Tech qui s'envole et qui finance. Mais Ledger est rentable ou pas? Ça, c'est la boucle est bouclée. Oui, évidemment, c'était fait exprès. Est-ce que vous pensez que l'Europe en quelques mots, a perdu la bataille de l'IA? Avec que des questions. Non, mais oui, évidemment. Alors, oui. Aujourd'hui, en tout cas, elle a perdu une bataille, elle a peut-être perdu la guerre. Donc, ça dépend. Voilà la question. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est complètement à la ramasse. Maintenant, il y a Mistral qui existe quand même. Il y a Amilabs, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, exactement. Donc, il y a beaucoup d'attentes et on va voir ce qui va se passer. Donc, l'Europe n'a pas dit son dernier mot, mais surtout, il faut que l'Europe arrête de réguler. Je veux dire, les Américains innovent, les Chinois copient, l'Europe régule. Il y a un moment, il va falloir arrêter, il va falloir qu'on se débarrasse. Qui copient de moins en moins. Oui, non, mais tout à fait. J'étais méchant avec les Chinois. Vous êtes aussi juré de... Qui veut être mon associé, Qui veut être mon associé. Alors, est-ce que déjà vous avez un projet préféré cette année? Non, j'ai pas. Alors déjà, tout n'a pas été diffusé. Parce que Ledger est rentable. Tout n'a pas été diffusé, donc évidemment, il y a des projets sur lesquels j'ai eu des coups de cœur, mais je peux pas encore en parler. Sur quoi vous investissez quand vous voyez un projet, un pitch de... Le Bitcoin. Un pitch d'entrepreneur, c'est quoi les critères? C'est l'entrepreneur... c'est les hommes et les femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. On sait qu'on va passer du temps avec des personnes. Et le projet entrepreneurial, lui, peut évoluer, mais l'entrepreneur, lui, va rester. Et il faut voir, est-ce que cette personne aura les capacités, la résilience
d'encaisser la difficulté, parce que c'est extrêmement difficile, l'entrepreneuriat, puis ça ne va pas s'arranger. Et donc, c'est surtout un pari d'hommes et de femmes. Pourquoi c'est difficile ? Et pourquoi ça le sera encore plus ? Parce qu'on est dans un environnement marché qui est de plus en plus compliqué. Il y a de moins en moins d'argent, il y a de plus en plus d'incertitudes, de défiance, il y a de plus en plus de normes, de régulations, il y a de plus en plus de mainmise dirigiste sur une économie dirigiste. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de la liberté et de l'entrepreneuriat. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs partagent cette difficulté ambiante. Il y a aussi une notion est-ce que les ménages sont optimistes, pessimistes, parce que c'est ça qui influe aussi sur l'investissement, les dépenses. Donc non, c'est pas facile. Et puis l'incertitude est quand même présente. Et c'est pour ça que je dis que ça va pas s'arranger. Moi, je pense que 2027, c'est peut-être le dernier arrêt avant le précipice. Oula. Donc on va voir ce qui va se passer. Non, je suis pas très optimiste pour la suite. Cependant, rien n'est joué. D'accord, tout est encore possible. Optimiste, en même temps, vous relancez une boîte, une nouvelle aventure. Non, parce qu'on est entrepreneur. Donc, voilà. Effectivement, moi, je suis obligé d'avancer. Mais c'est vrai que je tiens en même temps un discours que je considère réaliste. Je dis pessimiste parce que je vois votre tête, mais que je considère réaliste sur l'économie et l'environnement. Je me dis, OK, les mois qui vont venir vont vraiment être clés. Vous avez vu passer des dizaines, peut-être des centaines ou encore plus de projets. C'est quoi l'erreur, Éric Larchevêque, les erreurs qui reviennent le plus souvent de la part d'entrepreneurs qui viennent vous voir ? Il y en a beaucoup, mais je dirais que beaucoup, c'est l'impatience. Parce qu'on pourrait nommer plein de choses, mais... vous-même, dans le fond, quand on est entrepreneur, on est impatient. On est impatient, mais justement, il faut réussir à comprendre que ça prend du temps, il faut réussir à se mettre dans le temps long et réapprendre en fait l'importance du temps long. Et ça, c'est très difficile. Dans une société et justement, c'est un des mots de cette société, ce qu'on appelle la préférence temporelle. On sacrifie le futur au profit du présent, et c'est ce que font les politiques chaque jour. Et on a besoin de retourner dans ce temps long, et l'entrepreneur a aussi besoin de s'inscrire dans le temps long et d'accepter que ça prendra toujours plus de temps que nécessaire. Et c'est pour ça que la résilience, elle est importante. Woody Allen, en son temps, disait « Take the money and run ». Ça reste d'actualité ? À tort ? Aujourd'hui, déjà, take the money, what money ? Quand il y en a. Quand il y en a, exactement. Mais après, ça dépend si justement on est un entrepreneur ou si on veut juste faire un coup et disparaître. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre aux exits, qu'il y ait plus d'exits en France aujourd'hui ? Les exits, ce sont les ventes. Les ventes. C'est vrai que les introductions en bourse, il y a très peu en France. En bourse, tout à fait. Il y a très peu. Ledger va s'introduire en bourse. Il y a très peu d'exits. Pas le lâcher. Quelle piste on pourrait donner au gouvernement peut-être, à l'écosystème pour qu'il y ait plus d'exits ? Moins d'État, moins de règles, et donc moins de recommandations de l'État. C'est-à-dire, au contraire, si on veut permettre... Pourquoi est-ce qu'on ne va pas investir ou acheter des entreprises en France, ou en Europe en général ? Mais en France, c'est le cas, c'est parce qu'il y a trop de régulations, et personne n'a envie de mettre un pied dans un environnement où c'est beaucoup plus compliqué. Il suffit de prendre... Après, on a un système social qui est aussi... mais d'accord, mais quel rapport ? Parce qu'il faut financer la protection sociale. D'accord, mais je veux dire... Il y a beaucoup de taxes pour financer la protection sociale. D'accord, mais l'investisseur, lui, c'est pas son sujet. La question, c'est comment on fait pour avoir plus d'investissements. Mais Julien, il a viré socialiste, là, s'il lui arrive. Il ne reviendra pas la prochaine fois. Donc, non, mais après, c'est un autre débat, mais de toute façon... En fait, la seule réponse à toutes ces questions, la réponse de l'univers, SPAC 42, c'est action libérale. C'est-à-dire il faut plus de libéralisme, moins d'État pour mieux d'État. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se sortir. Et moins d'État, vous coupez où ? C'est compliqué. Beaucoup de choses. On commence par virer la BPI, par exemple. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai un appel de Nicolas Dufourcq qui voudrait vous parler. Pourquoi on commence ? Et le prêt qui était prévu. Non, mais parce que, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est celui qui me concerne le plus. Donc, effectivement, on doit commencer par ce qui est proche. Qu'est-ce qui vous a fait Nicolas Dufourcq ? Non, mais j'ai rien contre Nicolas Dufourcq, à titre personnel. Ce sujet. Parce que c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, par exemple, les communistes disent il y a 211 milliards, ou l'extrême gauche dit il y a 211 milliards d'aides. Alors bon, le chiffre est faux. C'est un rapport du Sénat. C'est un rapport du Sénat. Mais d'accord, mais admettons que ce chiffre soit vrai. Il n'est pas vrai, mais peu importe. Pas de problème. Poubelle. C'est-à-dire qu'on commence en fait par faire le ménage. Pas le rapport poubelle, les 211 milliards, oui. Oui, et donc BPI, pas le rapport poubelle. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Plus de BPI France. Plus de BPI France, plus de France Travail. Et pourtant, BPI France, c'est ce qui permet quand même aux entrepreneurs d'avoir un soutien, d'ailleurs, dès le début, quand ils injectent de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait moins de start-up, justement ? C'est possible, mais à un moment, il va falloir prendre des choix radicaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus répondre avec de l'eau chaude. D'accord ? Donc, à un moment, il faut prendre des ajustements, et ce n'est pas que BPI qu'on va devoir arrêter. J'ai pris cet exemple pour dire qu'on doit aussi s'attaquer, en fait,
eh bien, à nous-mêmes quelque part. Donc évidemment qu'il faut revoir aussi tout le modèle social, le modèle de retraite. Je ne dis pas que la solution à la France, c'est de couper BPI. Mais je prends cet exemple pour pas qu'on me reproche en fait, d'exclure en fait, les choses qui m'arrangent. Voilà, exactement. Et donc, oui, on doit revenir à un modèle où c'est le marché qui décide. Donc après qu'il y ait la capacité pour les banques de pouvoir investir, aider, mais ça c'est un autre sujet. Mais je pense que BPI, en fait, a aidé des entreprises qui n'auraient jamais dû être aidées. Et donc, il faut être radical là-dessus aussi. Je ne dis pas que c'est le sujet, que c'est pour ça qu'il y a des problèmes en France, mais je commence par ça pour pas qu'on m'accuse d'aller sur les choses faciles. C'est l'archevêque, l'écueil principal quand on est entrepreneur et quand on veut se lancer, c'est la fiscalité en France? Alors non, ce n'est pas l'écueil principal, parce que l'écueil principal, c'est soi-même, en tant qu'entrepreneur. Bien sûr, mais sinon, dans les... En France, par rapport à un autre pays, il y a un sujet, vraiment, il y a un sujet. C'est les charges sociales et patronales. C'est-à-dire qu'alors on pourrait dire que c'est la fiscalité. Oui, tout à fait. Social, la santé, la maladie. Exactement, mais si aujourd'hui on dit aux Français, au lieu de toucher 1700, vous allez toucher 2002, et par contre ça va être à vous de financer le reste. En fait, si sur son bulletin de salaire, enfin sur son compte en banque, on reçoit au lieu de 1005, 2002, que le 10 du mois, hop, on paye 200, on paye 300, et on se dit putain, là les gens ils vont comprendre et ce sera la révolution. Ouais, mais s'il y a plus tous les mois, les 700 € qu'on a gagnés, dans votre exemple, il faudra bien prendre sa complémentaire santé à titre privé, il faudra... Bien sûr qu'il va falloir privatiser, mais quasiment au même d'ailleurs à la fin. Pas forcément, non, pas forcément, parce que ce sera privé et l'État, il n'est pas connu pour bien gérer les choses. Dès que l'État prend en compte quelque chose, la Tour Eiffel, ils ont transformé ça en quelque chose de déficitaire. La Tour Eiffel, le monument un des monuments les plus visités au monde, incroyable. C'est déficitaire, la Tour Eiffel. Bien sûr qu'ils perdent du pognon parce que c'est l'État qui gère. Il faut investir en Bitcoin. Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, il faut aller dans le privé et il faut que, en fait, on gère les choses de façon intelligente. Éric Larchevêque, dans 5 ans, vous faites quoi dans 5 ans? J'en sais rien. C'est vrai? Non, je ne sais pas. J'espère que je serai toujours là. Bah oui, voilà, évidemment, le rendez-vous est pris. Tout à fait, mais non, je ne sais pas. Je m'en fiche. Bon, d'ici là, vous reviendrez nous voir. Pas de problème, si vous m'invitez. Pour une possible quand vous communiquerez là-dessus, on arrête, et juste une vraie question là. Sur quoi? Non, sur une possible introduction en bourse, ou pas un jour. C'est horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ferme la porte, on la laisse entrouverte, Demandez à Pascal Gauthier, le PDG, le patron de Ledger. Ah, ben voilà, fallait me le dire. Mais fallait le dire depuis le début. Invité. Allez, merci à vous. Merci beaucoup. Éric Larchevêque, donc cofondateur de Ledger et aussi cofondateur de The Bitcoin Society, invité de ThinkTech sur Boursorama. Merci à vous et à bientôt. Merci. Merci.